Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Auditeurs, bonjour, nous avons le plaisir de vous retrouver dans cette conjoncture morose pour parler de la mortalité des entreprises, un sujet qui n'a pas été abordé jusqu'à maintenant, notamment par les pouvoirs publics. Et pour en parler avec nous, Monsieur Nadir Lagoun, consultant international, membre de CARE et d'autres titres. Nadir Lagoun, bonjour. Bonjour. C'est pas la première fois, Radio M. Non, c'est pas la première fois. Pas la première fois. Alors, vous avez produit un document avec vos collègues de CARE pour alerter les pouvoirs publics sur le grand risque de mortalité des entreprises algériennes avant même que la crise du coronavirus n'arrive en Algérie. Et on est quand même assez surpris en lisant votre document que vous avez ramené avec vous ce matin à Radio M, combien ces mesures étaient déjà bien à propos et nécessaires avant même qu'on en arrive à la dépression d'activité que nous vivons aujourd'hui. J'ai envie de vous dire tout de suite... vous avez eu un mauvais présage parce que vous avez quand même posé le problème de la mortalité des entreprises et depuis, c'est le sujet qui est en train de monter. Exactement, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une crise sanitaire qui est grave, qui touche une grande partie du monde. Mais en fait, la crise qui touche les entreprises algériennes, elle ne date pas d'hier. Elle date depuis les années 2013-2014, où on a vu l'activité économique baisser. Et dès qu'on dit que l'activité économique baisse, ça veut dire que les entreprises commencent à souffrir. Et qui est-ce qui souffre en premier? C'est les plus petites, qui sont les plus fragiles. Pourquoi les entreprises souffrent? Parce qu'en fait, l'économie algérienne souffre d'un grand mal qui est la grande dépendance vis-à-vis de la commande publique. 50% de l'économie algérienne dépend directement de la commande publique et 25% dépendent indirectement. Donc ça veut dire que directement ou indirectement, 75% de l'économie algérienne dépend de la commande publique. Et la commande publique, c'est quoi? C'est le fonctionnement et l'investissement. Donc, et dès lors que l'État baisse son budget de fonctionnement et ses investissements, il est clair que l'activité économique, par cascade, est touchée. Donc, ça c'est une situation qui s'est installée depuis 2014 et ça a été aggravé par l'instabilité politique des derniers mois. L'année 2018-2019 ont été une année très difficile avec le Hirak. Donc ça s'est rajouté à la crise économique. Et aujourd'hui, en fait, on n'en avait pas besoin, mais le coronavirus vient rajouter une couche qui est vraiment très très difficile pour les entreprises et qu'il va falloir prendre très très au sérieux. Nadir Lagoun, on va rester quand même un moment sur la séquence d'avant le coronavirus. Est-ce que, quand on dit 2019, le Hirak c'est 2019, c'est pas 2018, a été difficile, c'est pas directement par l'action du mouvement populaire, c'est plus par les conséquences, notamment les arrestations, la paralysie de grands groupes privés surtout, et puis, beaucoup de chefs d'entreprise sont passés ici pour le dire, la paralysie de l'environnement d'affaires. Exactement. En fait, je ne suis pas en train de dire que le Hirak a causé les difficultés pour les entreprises. En fait, c'est l'ambiance et l'absence de décision. Quand vous avez... Il y a eu des décisions. Enfin, on a embastillé une quarantaine de chefs d'entreprise. Oui, ça, ce sont des décisions. Hein. Mais même au niveau de l'État, quand il y a une certaine instabilité au plus haut niveau de l'État... il y a une absence de décision. Il y a un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas reçu leur règlement alors qu'ils avaient réalisé des prestations et du coup, la trésorerie de ces entreprises s'est retrouvée très vite affectée par la baisse des commandes et par une crise de trésorerie. Alors, ça, c'est ce qui a déclenché votre motivation pour faire ce rapport. C'était ça. Et en fait, on travaillait sur l'amélioration de l'accès au financement puisque CARE... On est un think tank, on fait des propositions, on n'essaye pas de suivre la conjoncture. Notre souci, c'est d'améliorer le climat des affaires et donc de faire des propositions pour que la situation s'améliore sur le long terme et pas simplement sur le court terme. Et dans le cadre de ce projet sur lequel on travaille avec plusieurs organisations, on discutait avec nos amis du CJD sur l'urgence... C'est l'action de réflexion sur l'entreprise. Oui. CJD, c'est le Centre des jeunes dirigeants, qui est une association de jeunes entreprises, essentiellement des PME.
qui sont dans la production et les services. Hein. Donc c'est tout le tissu de l'économie qui est touché. Et donc on parlait de beaucoup d'entreprises qui étaient concernées par cette crise de trésorerie, par cette baisse du carnet de commandes et l'absence de perspective. C'est-à-dire que quand vous êtes en crise et que vous avez un avenir radieux qui vous attend, vous essayez de vous démener et vous avez de l'espoir. Et là, on est face à une crise avec une absence de perspective de développement forte. C'est-à-dire que le marché est en train de partir. Le marché est en train de partir. Et du coup, la morosité, l'absence de confiance et l'absence de gestes clairs et de signaux clairs de la part des pouvoirs publics et des grandes entreprises. Parce que moi, je fais pas la distinction entre privé et public. L'entreprise, c'est l'entreprise. Donc, qu'on soit Sonatrach ou Jay-Z, on est une entreprise algérienne. Et donc, même ces entreprises-là ont un rôle à jouer dans l'économie nationale. Il n'y a pas que l'État qui doit faire des choses. C'est les entreprises aussi qui doivent agir. Et en ce moment, quand on inclut cela, le reproche c'est la commande publique. En gros, c'est ça qui ralentit l'activité du tissu d'entreprise. Mais j'ai senti comme un reproche aussi aux grandes entreprises qui peut-être ne maintiennent pas, ne font pas travailler leur bassin de sous-traitants suffisamment. Il y a quelque chose à faire de ce côté-là. En fait, si elles font travailler leur bassin de sous-traitants, si elles l'utilisent bien, et là-dessus, je les encourage encore à se développer. Par contre, il y a une pratique qui est aujourd'hui très dommageable aux petites entreprises, c'est qu'il n'y a pas de règles d'accélération des paiements. Dans beaucoup de pays, il y a ce qu'on appelle le Small Business Act, dans lequel, en fait, c'est un package de lois qui favorise l'entreprise. Aujourd'hui, dans la réglementation algérienne, dans les marchés publics, il y a un avantage pour l'entreprise nationale et quelques dispositions pour les petites entreprises. Mais par contre, au niveau des règlements, il n'y a aucune disposition. C'est-à-dire que vous travaillez pour l'État ou pour une grande entreprise, vous avez beau mettre délai de règlement à réception de facture, s'ils veulent vous payer à 3 mois ou à 6 mois, ils le font. Vous êtes le premier à pointer. Nous sommes un peu Interface Média. Nous avons dans notre modèle d'affaires, nous avons un volet agence de communication RP qui souffre effectivement de ces délais, qui en souffraient bien avant, et en particulier avec les grands comptes. Exactement. Il y a une tradition de rallongement des délais de paiement chez les grands comptes. Exactement. Aujourd'hui, moi, j'ai des clients qui sont aussi bien des grandes entreprises publiques et privées. Et quand je signe des contrats avec eux, si je modifie la clause de règlement à 30 jours, elle m'est renvoyée immédiatement marqué 90 jours. Et en général, quand c'est 90 jours, c'est quand eux décident de déclencher le 90 jours. C'est-à-dire que s'il y a plusieurs allers-retours parce qu'il y a un document qui est mal signé, mal tamponné, mal reçu, la facture n'est pas validée. La facture n'est pas validée et le délai ne court pas. C'est-à-dire qu'après, vous vous retrouvez avec 120 jours de paiement. 120 jours de paiement, c'est 6 mois. Et pendant ces 6 mois, vous êtes obligé de payer vos loyers, de payer vos salariés surtout, de payer vos fournisseurs, parce que vos fournisseurs, c'est des petits fournisseurs, la papeterie, les téléphones, l'incompressible en général. C'est des charges incompressibles. Et là-dessus, tant qu'on n'a pas compris ce vrai problème, aujourd'hui, il faut s'y attaquer. C'est pour ça qu'on propose qu'il y ait une loi. On va arriver aux propositions. Je voulais juste défouler la chronique on va dire de la récession qui est en train d'arriver. Exactement. En partant du contexte macro qui a précédé le corona et en arrivant à la situation d'aujourd'hui. Bon, la situation d'aujourd'hui, peut-être, à quelque chose de malheur et bon, rend spectaculaire et visible la vulnérabilité du tissu d'entreprise. En fait, c'est à ça que ça va peut-être un peu servir, mais on n'a pas le sentiment que tout le monde y est sensible. On a entendu le président Tebboune faire un discours dans lequel il n'a pas évoqué un seul moment le sort des entreprises. Je crois que là, ce que vous venez de dire est vraiment très, très important. Sans entreprise, il n'y a pas d'économie. Donc, il faut qu'on prenne conscience que les entreprises sont un bien précieux et fragile qu'il faut sauver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se dire, oui, après la crise, tout va revenir dans l'ordre. Non, une entreprise qui meurt, elle ne va pas renaître. C'est-à-dire que vous allez avoir des salariés fracassés, des chefs d'entreprise fracassés, avec des fonds qui sont faibles, qui vont être épuisés. Et donc, comment repartir ? Comment repartir dans une situation ? C'est-à-dire que même si j'ai une petite trésorerie aujourd'hui, comment je vais supporter une situation où je ne vais pas travailler pendant 1 mois, 2 mois, voire plus ?
sachant que ça fait déjà des mois que ma trésorerie, elle est juste. On est en train de jongler au jour le jour, sachant que vous devez payer vos échéances d'impôts, de loyer et cela. Quand on voit ce qui se passe un peu dans le monde, on voit que les gouvernants, bien sûr, ils ont pris des mesures de protection sanitaire pour les citoyens, mais ils prennent très vite En des même temps. mesures, En en même même temps. temps, des mesures massives de soutien aux entreprises. La mise au chômage technique avec le soutien de l'État et des caisses de solidarité, le moratoire sur les crédits et les charges, le report de charges, l'annulation de charges, et puis surtout un paquet de financement disponible pour que ces entreprises puissent vivre et survivre cette crise qui est venue se rajouter à la crise. On va aller dans le détail technique des mesures que vous proposez avec CARE pour la sauvegarde des entreprises et qui sont en fait aujourd'hui des mesures de réponse pour maintenir un niveau d'activité des entreprises après le passage de la crise. Mais auparavant, il y a quand même cette contrainte. On a vu ce débat, vous avez évoqué ce que font les gouvernements, notamment occidentaux. C'est quelle est la marge de manœuvre de la dépense publique dans ces pays-là. Elle est souvent très, très réduite. On est déjà dans des déficits. Dans le cas algérien, on est, pour la 6e année, dans un déficit budgétaire. Est-ce que l'État a fait tourner la planche à billets pour faire face en 2017 et 2018 Là, on va lui demander un effort supplémentaire. Est-ce qu'on peut dire ce qu'a dit Macron, quoi qu'il en coûte, pour venir au secours de l'économie, ou est-ce qu'il faut raison garder et laisser peut-être une partie de l'économie être purgée? Non, on n'est pas pour l'injection de fonds sur des entreprises qui ne sont pas viables. Parce que notre préoccupation, c'est de sauver des entreprises. Vous avez beaucoup d'entreprises qui ont un business model viable. Une entreprise qui est basée sur du sable, qui est basée sur de la corruption ou sur un modèle ou des marchés captifs. Ou des marchés captifs qui n'ont aucune réalité véritablement économique, cela, il faut les purger et l'économie n'en a pas besoin parce qu'elles ne sont pas pérennes. Ce qui est pérenne, c'est quand il y a un vrai business model, quand il y a une vraie création de richesse. Et c'est ces entreprises-là qu'il faut privilégier. Effectivement, quoi qu'il en coûte, et ça c'est un vrai slogan qu'il faut mettre en place. Et nous, on a mis en place un autre slogan, c'est trop d'impôts tue l'impôt, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher les financements là où ils sont et pas continuer à taxer et à pénaliser les entreprises honnêtes qui payent. Alors ça nous amène, ça nous amène à entrer doucement dans le contenu exactement, de votre programme. Parce... Donc je vois que votre premier point de mesure de sauvegarde de court terme, qui devient encore plus essentiel et plus urgent depuis que vous avez produit votre document, il y a eu l'arrivée. La caméra est là. Voilà. Je sais pas quelle est plaidoyer la pour la sauvegarde de l'entreprise algérienne. Donc il est en français et il est également en arabe et on l'a distribué aux autorités. On va revenir à cette question de la réaction des autorités, évidemment, une fois qu'on aura pris connaissance avec nos amis auditeurs du contenu de ce plaidoyer. Donc, premier point que vous préconisez, le hasard fait bien les choses, c'est le point que préconisent la plupart des chefs d'entreprise depuis l'émergence de cette crise, c'est le moratoire sur les prélèvements fiscaux et parafiscaux. Exactement. Là-dessus, je dois dire qu'il y a une première mesure qui a été annoncée hier sur la possibilité de report jusqu'au fin avril. J'ai pas osé les voter. Le dépôt des G50 jusqu'à fin avril, voilà. c'est une boutade qui circule dans le microcosme pour dire le président Tebboune est venu nous sauver, il nous a donné un mois de plus. Voilà, un mois de plus. Et vous savez ce qui se dit, c'est que c'est le personnel des impôts qui refuse de recevoir du monde en ce moment. Et donc, plutôt de recevoir cela en mars, et préfère les recevoir en avril. Et c'est même pas une mesure pour sauver les entreprises, pour aider les entreprises. Oui, on est dans la boutade parce qu'en temps de crise, il faut aussi savoir rigoler et sourire. C'est bien. Mais sans oublier de rester sérieux. Il y a même une différence de perception, puisqu'apparemment, au niveau de la CNAS, il faut quand même se dépêcher de déposer ses... La CNAS demande une anticipation. Voilà. De déposer à l'avance. C'est-à-dire, on marche un peu sur la tête. En clair, on n'a pas de concertation et il n'y a pas une vision globale et il n'y a pas encore une
une prise de conscience de l'urgence et de la gravité de la situation. Parce que si les entreprises étaient déjà en difficulté, il faut quand même reconnaître qu'avec la crise actuelle et la crise qui nous pend au nez, parce qu'on n'est pas encore dans le confinement, mais on va y aller très vite et on doit y aller relativement vite. Nous, on voit qu'il y a plusieurs entreprises qui ont commencé à prendre des mesures par rapport à leurs salariés, même s'il n'y a pas d'instruction générale, pour dire on favorise le télétravail, on ralentit notre activité, on évite de recevoir du monde, et ainsi de suite. Moi, je suis confiné chez moi depuis 4 jours. Vu l'urgence, j'ai accepté de venir, mais je suis venu avec mes gants et mon masque pour dire la gravité de la situation. Donc, il faut qu'il y ait une prise de conscience. L'heure est grave et on n'a pas besoin de mesurettes, on a besoin de choses, d'actions véritablement fortes. Décalé pendant plusieurs mois. Décalé d'un mois, le dépôt des G50, c'est une mesure. C'est une mesurette. C'est une mesurette. C'est une mesurette, il faut le reconnaître. Et il n'y a que des mesurettes, en fait. Voilà. Pour l'entreprise. Et là-dessus, on espère que... Et le moratoire, ce serait quoi, le moratoire? Ce serait pour toutes les entreprises en difficulté, c'est... Voilà. Alors, il y a forcément un tri à faire. Et nous, ce qu'on propose, c'est-à-dire aussi bien pour la mesure d'urgence que pour les mesures à moyen terme, c'est qu'il y ait une concertation. C'est qu'il y ait une concertation et qu'il n'y ait pas simplement des mesures qui nous tombent dessus sans qu'on nous ait consulté. Il y a plusieurs parties prenantes. Nous, Alors, vous avez peur qu'il y ait des mesures qui sont prises avec l'esprit de venir en aide aux entreprises, mais qui ne sont pas les bonnes mesures. Voilà. Il faut consulter les entreprises. Il faut qu'on se réunisse. Vous l'avez fait dans votre rapport? Oui, c'est ce qu'on propose. Nous, on a mis en place, je ne sais pas si la caméra peut prendre ce schéma-là. L'entreprise, elle est au cœur d'un dispositif où il y a plusieurs parties prenantes. Il y a le gouvernement avec ses différents ministères et ses différentes organisations, la CNAS, la CNAC, CASNOS. Il y a les banques. Les banques, il y a la Banque centrale qui est une entité qui a son mot à dire. Il y a les banques privées et publiques. Il y a aussi les organes de conseil, les avocats, les experts comptables qui ont des choses à dire. Et il y a les associations professionnelles. Il faut écouter tout ce monde-là et se réunir. Il ne s'agit pas de discuter pendant des mois. Les mesures d'urgence sont évidentes et elles sont très faciles à prendre. Nous, on propose une démarche inclusive. Vous avez évoqué dans votre dispositif la Banque d'Algérie. C'est souvent vers les banquiers centraux qu'on se retourne dans ce genre de situation. C'est le cas aux États-Unis. Le président Trump a sommé le président de la Fed de baisser le taux directeur. Madame Lagarde a résisté en Europe. En Algérie, la Banque d'Algérie a pris une première mesure de baisse du taux de refinancement des banques. Vous demandez tout simplement l'abrogation de l'article 23 d'instruction du 74, donc numéro 74-94 de 1994, qui limite les lignes de découvert bancaire à 15 jours du chiffre d'affaires du bénéficiaire. C'est-à-dire que vous demandez, pour expliquer un petit peu, c'est peut-être un peu ésotérique pour nos amis auditeurs, que les lignes de crédit pour les clients des banques, les entreprises, puissent dépasser, donc dans le découvert, dépasser 15 jours de chiffre d'affaires. Donc il y ait plus de souplesse. Oui, mais ça c'est une mesure qui n'est pas à appliquer simplement en temps de crise. C'est une mesure qui devrait être générale. Ça veut dire quoi? C'est trop limitatif 15 jours. C'est trop limitatif, c'est-à-dire que ça veut dire quoi? Quand je vais à la banque et je demande une ligne de découvert, ça veut dire que je n'ai droit qu'à 15 jours de mon chiffre d'affaires. Mais qui a un besoin en fonds de roulement de l'ordre de 15 jours? Il y a simplement les supermarchés qui ont un besoin de fonds de roulement négatif. La plupart des entreprises ont un besoin de fonds de roulement de 30 jours, voire 60 jours, jusqu'à 60 jours. Quand vos clients, qui sont l'État, vous payent à 6 mois, comment vous voulez quelqu'un qui a 80% de son carnet de commandes qui vient de l'État? On vous dit il y a les ASF, les avances sur facture. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Il y a des banques qui donnent des avances sur les factures quand on les Bien sûr, nous on l'utilise, on est obligé de l'utiliser. Mais c'est pas normal que les banques se cachent derrière cette instruction de la Banque d'Algérie et limitent leur découvert. S'il y a eu des problèmes à un moment donné, et si ça c'est une règle prudentielle pour éviter des accords, on va dire, de convenance, ok, mais il ne faut pas qu'une situation qui était valable il y a 10 ou 20 ans nous pénalise encore aujourd'hui. Il faut libérer, il faut laisser cet aspect dans la libre négociation entre les banques et faire jouer la concurrence. Si moi, une banque m'accorde 30 jours et une autre banque est prête à m'accorder 45 jours parce qu'elle a confiance
en mois. Il faut que les banques jouent leur rôle parce que là, dans une période de crise, il faut que les banques jouent leur rôle autant que l'État. Il ne faut pas que toute la charge soit sur l'État. Les banques ont un rôle à jouer et elles doivent financer les entreprises parce que c'est leur partenaire. Nadia Lagoun, avant cette crise du Covid-19, les chefs d'entreprise sont venus dire ici qu'une grosse partie de la récession va venir du fait que les comités de crédit des banques en 2019 ne se réunissaient plus, n'accordaient plus de crédit, ne renouvelaient même pas des lignes d'exploitation à des clients de plusieurs années, de peur d'aller en prison. Voilà, c'est l'effet cascade de ce qui s'est passé. Est-ce que aujourd'hui leur demander d'être plus souple dans la politique de crédit, c'est quelque chose qu'on peut envisager, compte tenu de la psychose qu'il y a dans le milieu? Bien sûr. Dès lors qu'on demande un moratoire fiscal et parafiscal à l'État, on demande également un moratoire sur les échéances bancaires pour les banques, et il faut que les banques assouplissent leurs règles de crédit. Maintenant, elles ont des process, elles ont des règles à respecter, et là-dessus, on peut pas y déroger parce que c'est des organismes commerciaux et ils doivent aussi ne pas distribuer des crédits comme il y a pu se faire dans le passé. Et on sait que dans le cas des banques publiques, malheureusement, on a des PNL qui sont faux. Et, ça, c'est un stock de mauvaises dettes, de mauvaises créances qu'il va falloir purger à un moment ou à un autre. Et on parle de recapitalisation de ces banques-là, une fois de plus. Malheureusement. Là-dessus, il y a eu une mauvaise gestion, une période de mauvaise gestion pendant plusieurs années. Est-ce qu'on est sorti de cette période? Je l'espère. Mais si on veut favoriser l'entreprise, si on veut le développement de l'entreprise, il faut que les comités de crédit se réunissent. Et il faut surtout qu'en période de crise où on est aujourd'hui, les banques soient beaucoup plus souples vis-à-vis de leurs clients. Parce que si on est en situation de crédit crunch, comme on dit, de défaut de trésorerie, il faut que les banques soient beaucoup plus souples et acceptent des moratoires, donc des reports d'échéance, même s'il faut payer les intérêts des échéances. Oui. C'est-à-dire qu'on veut rester correct. On ne propose pas des mesures qui sont aberrantes. C'est une banque, c'est aussi une entreprise commerciale. Donc il faut comprendre leur problématique à elle également. Mais une banque, c'est le partenaire de l'entreprise également. Donc si elle est là quand tout va bien, il faut aussi qu'elle soit là quand la situation devient difficile. Alors, on se résume à ce stade de l'entretien, Nadia Lagoun. Mesures de réponse, donc moratoire fiscal et parafiscal. Assouplissement du crédit, on a bien compris que ça doit venir très très vite. Il y a aussi la révision de la loi de finances. La loi de finances, je l'ai laissée pour le macro parce que c'est déjà un peu plus à moyen terme, le temps qu'elle arrive et qu'on mette en œuvre les mesures. Alors sur le court terme, vous proposez un changement du dispositif CNAN qui intègre le chômage technique. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une vraie question qui se pose pour les chefs d'entreprise. On est en situation d'arrêt, quasi-arrêt. Il n'y a pas de clause qui permette de faire financer par mutualiser le risque chômage technique. On a aujourd'hui une caisse d'assurance chômage qui normalement est faite pour ça. Aujourd'hui, tout le monde, c'est-à-dire tous les salariés, toutes les entreprises cotisent à la CNAC. Mais elles ne peuvent pas en bénéficier de manière simple. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a besoin de mettre en place un chômage technique, c'est relativement difficile. Aujourd'hui, qui profite du dispositif CNAC? C'est souvent des grandes entreprises publiques. Alors, on tombe devant une aberration parce que parfois ces mêmes entreprises ont un retard de paiement de leurs cotisations. C'est-à-dire qu'en fait, elles n'ont pas été à jour de leurs cotisations et c'est les premières à en bénéficier. C'est pas normal. Il faut déjà privilégier le bénéfice du dispositif CNAC aux entreprises qui sont à jour de leurs cotisations. Là, on peut vous opposer, vous casser l'idée de la solidarité qui est à la base de tout type de mutualisation comme celui-là. Je suis d'accord, mais quand vous avez des retards de règlement pendant des années, ça veut dire qu'il y a un défaut de gestion, il y a un problème qui est beaucoup plus grave. Et donc, il ne faut pas que la CNAC, qui est un organisme de solidarité, qui n'est pas structurel, il faut que ce soit conjoncturel, il faut que ce soit réservé aux situations d'urgence, aux situations ponctuelles, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Mais il ne faut pas que ce soit des années.
pendant des années. Et donc là, quand vous êtes pendant des années en retard de vos échéances, alors on peut faire puisqu'on est dans le donc plaidoyer. là, c'est un premier problème, et il faut qu'il y ait un dispositif beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Et quitte à mettre à faire intervenir les partenaires sociaux, parce que dans tous les dispositifs qui existent, aussi bien en Italie, nous on cite le système de la Cassa d'integrazione qui existe en Italie depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est un dispositif qui permet aux entreprises de manière relativement rapide de mettre au chômage technique une partie, toute ou partie de leurs salariés. Et donc une partie de leur rémunération est payée par les employés, une autre partie est payée par la Cassa d'integrazione, et avec un dispositif de compensation, et donc tout le monde y trouve son compte. Voilà, justement, le plaidoyer, c'était celui-là, c'est celui que j'allais vous suggérer de développer. Ça évite les plans sociaux et les licenciements secs. Exactement. Pour une entreprise, la ressource la plus importante, au-delà de la ressource financière, c'est la ressource humaine. Et quand vous êtes obligé de licencier quelqu'un, le mettre au chômage vos salariés, c'est un déchirement pour un chef d'entreprise. Il ne faut pas croire que les chefs d'entreprise sont là pour mettre dehors leurs salariés comme ça, parce qu'ils savent que derrière chaque salarié, il y a une famille. Et donc, on fait pas ça de gaieté de cœur. Et il faut que vous puissiez avoir accès à ces mêmes ressources si demain la situation puisse s'améliorer, et c'est ce qu'on espère, c'est qu'on puisse ressortir encore plus fort quand la crise sera passée, et pour pouvoir rebondir, il nous faut nos salariés et nos ressources humaines. Et donc mettre en place un dispositif de chômage technique permet de sécuriser le salarié et de garder un lien avec l'entreprise. Alors, et en allégeant les charges pour l'entreprise également. On a bien compris que donc ça, ce sont des mesures relativement urgentes parce qu'on est dans le dur par rapport à cela, et tout le monde se pose la question d'ailleurs de comment être indemnisé, etc. Si on devait, ce qui est recherché aujourd'hui, c'est les mises en congé pour ceux qui ont des reliquats de congé, et c'est les congés sans solde quand on arrive à s'entendre avec ses collaborateurs pour des congés sans solde. Mais ces mesures-là, c'est un dispositif ponctuel, c'est-à-dire qu'en fait, c'est contractuel entre un salarié et son employeur. Il n'y a pas d'intermédiation du règlement et de la loi. Vous êtes dans la presse et vous savez qu'il y a plusieurs journaux qui ont mis en place ça. Il y en a qui ont négocié des baisses de salaire. Or, c'est contraire à la réglementation du travail. Si c'est pas fait de manière d'un accord mutuel, c'est un peu à la limite de la loi. Donc, mais c'est la seule solution qu'on trouve aujourd'hui, qu'ont trouvé les chefs d'entreprise face à une situation de crise qui dure depuis plusieurs mois. Et donc là, la crise sanitaire qui arrive va continuer à aggraver la situation, et il n'y a pas de dispositif simple à mettre en œuvre. Alors, de ce côté-là. On a eu le plaisir d'accueillir Abdelmajid Attar en début de semaine en milieu de semaine pour parler de la conjoncture pétrolière et de l'incidence donc sur le budget de l'État en Algérie. Puis on s'était dit que peut-être finalement quelque chose malheureux. Bon, c'est l'occasion de lancer de grandes réformes, notamment pour la transition énergétique, puisqu'on n'arrive plus à exporter le marché. Donc peut-être que se rapprocher du coût réel de l'énergie sur le marché domestique, c'est une opportunité aujourd'hui de le faire. C'est même une nécessité nationale. Au niveau de l'entreprise, vous proposez que la loi de finances 2020, la loi de finances complémentaire, parce qu'il va en falloir une, c'est clair, engage des mesures fortes en faveur de l'entreprise. À quoi vous pensez en particulier ? Ce qu'on voit dans la loi de finances la loi de finances 2020, c'est qu'il y a eu un certain nombre de mesures qui vont directement piocher dans la trésorerie des entreprises. Par exemple, il y a une loi qui est, une disposition qui est un peu bizarre, c'est la taxation des bénéfices des sociétés non distribuées et qui sont capitalisées. C'est-à-dire que si vous faites des bénéfices, vos résultats restent dans le bilan de l'entreprise. Donc, ils renforcent les fonds propres de l'entreprise. Et donc, vous pouvez, comme ça, améliorer la santé financière et le bilan de votre entreprise en ne prenant pas de dividendes. Que fait la loi de finances? Que vient faire l'État en disant que sur les 3 dernières années, je vais directement prélever 15% d'impôts. Alors que ces bénéfices ne sont pas distribués. C'est-à-dire qu'on vient piocher dans les fonds propres de l'entreprise et on applique une mesure rétroactive. Pour qu'on explique à nos amis auditeurs, ça vient en plus de l'IBS. Hein. En plus de l'IBS. Voilà, c'est une mesure qui vient en plus de l'IBS. Ça cible les bénéfices qui n'ont pas été distribués sur les actionnaires.
Oui. et Non, qui n'ont pas été inscrites en recapitalisation. Hein. C'est parce qu'on peut aussi les... Non, mais l'IBS, c'est une chose. L'IBS, c'est l'impôt sur les sociétés. C'est pour ça que je veux préciser Donc, que ça vient en c'est plus. l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez payé l'impôt sur les sociétés, vous êtes actionnaire, et donc au niveau de l'entreprise, le résultat après impôt, une fois que vous avez payé l'impôt, vous avez le choix entre percevoir des dividendes ou bien laisser tout ou partie de ce résultat après impôt dans l'entreprise pour venir renforcer les fonds propres de l'entreprise. Et il y a une disposition que moi je trouve très, très correcte, c'est-à-dire que si vous percevez ces résultats sous forme de dividendes, vous êtes taxé à titre individuel en tant qu'actionnaire. Parce que vous avez à un 15%. revenu. Vous avez un revenu, et ça c'est normal. C'est pas contraire à la logique, ni à l'économique, ni rien du tout. C'est tout à fait normal. Maintenant, si moi je suis actionnaire et je ne prélève pas cet argent, je le laisse dans mon entreprise pour renforcer ses fonds propres, l'État vient me dire je prends quand même 15%. Ça veut dire quoi? Ok, tu veux changer la loi, mais change la loi pour le futur. Non, je viens changer la loi pour les 3 dernières années. Alors qu'on est le seul pays qui applique des lois rétroactives. Il faut arrêter. C'est complètement illégal. C'est complètement... Si on veut décourager des investisseurs, c'est avec ce genre En plus, de... est-ce qu'on a calculé l'assiette fiscale? Il n'y a pas tant d'entreprises que cela. Nous, à Interface Média, éditeur de Radio M, on n'est pas touché, on ne fait pas de bénéfices depuis 6 ans, mais peu importe. Mais oui, mais c'est le principe. Avec ce genre de loi, on décourage les investisseurs. Donc déjà, avant d'avoir des mesures favorables à l'entreprise, vous proposez de supprimer celles qui sont défavorables. On a par exemple limité la promotion des produits pharmaceutiques à 1% du chiffre d'affaires. Ça touche toute une série d'agences de communication, de marketing, et donc ça touche tout un secteur économique. Perte de chiffre d'affaires. Est-ce qu'on a mesuré l'impact de ce genre de on considère qu'il y avait des abus. On ne comprend pas la logique de ces mesures-là. C'est pour réduire les abus. Mais je ne sais en quoi ça impacte je ne sais pas. Le trésor public? On a abaissé la limite de chiffre d'affaires de l'impôt forfaitaire. On est passé de 30 millions à 15 millions de chiffre d'affaires. C'est peut-être louable, mais qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner un certain nombre d'entreprises vers l'informel, tout simplement. Ça n'a pas été appliqué encore. Oui, et donc, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, c'est comme si l'État a besoin d'aller prendre de l'argent et il prend l'argent là où ça existe. Et nous, ce qu'on dit, c'est que l'argent, il faut aller le prendre chez ceux qui ne payent pas encore leur impôt. Et il faut élargir l'assiette fiscale. Le vrai problème en Algérie, c'est que l'assiette fiscale n'est pas assez large. Et c'est toujours les mêmes qu'on pénalise. Aujourd'hui, on a un secteur informel qui n'est absolument pas touché par toutes ces mesures. Et or, il bénéficie des mêmes infrastructures, des mêmes investissements et des mêmes... aujourd'hui, quand on va à l'hôpital, on ne vous demande pas si vous êtes informel ou formel. On vous soigne. Or, c'est pas normal. Il n'y a que les formels, les salariés et les entreprises formelles qui payent l'hôpital. Alors, si l'hôpital soigne tout le monde, il faut que tout le monde paye sa part. Alors, dans la LFC, vous proposez en particulier des mesures qui soulagent les entreprises formelles ou qui aident à faire entrer l'informel? On est prêt à faire, c'est-à-dire que quand on est en difficulté, quand l'État est en difficulté, il faut qu'il soit franc et clair. C'est-à-dire que s'il nous demande des efforts, il faut qu'il demande des efforts à tout le monde. Parce qu'un impôt injuste n'est pas un impôt acceptable. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait les règles d'équité face à l'impôt. Et donc, si l'État, ok, il a besoin d'argent, on accepte de faire des efforts, on est prêt à accepter. Mais qu'est-ce qu'il fait pour élargir l'assiette de l'impôt? Qu'est-ce qu'il fait pour aller... Il est en voie de supprimer la taxe d'activité professionnelle, la TAP, qui est la principale, dont on dit, Kerr d'ailleurs dit souvent ça fait des années qu'on réclame sa suppression. Ça empêche la distribution de rentrer dans le formel. Aujourd'hui, on a un impôt foncier qui est, à notre sens, ridicule et qui est absolument pas basé sur la réelle valeur des biens. Et ça, c'est d'autant plus révoltant qu'il y a beaucoup de biens oisifs, c'est-à-dire des biens qui ne travaillent pas. Quelqu'un qui achète une dizaine d'appartements et qui les laisse fermer, pourquoi aujourd'hui il peut se le permettre?
parce qu'ils ne payent pas d'impôts. Et si ils les achètent dans des secteurs où le prix de l'immobilier est élevé, il ne faut pas qu'ils payent l'impôt, le même impôt entre Hydra et Bab Jarrah. C'est pas pareil. Un appartement à Hydra coûte beaucoup plus cher qu'un appartement à Bab Jarrah. Et donc l'impôt foncier de Hydra doit être beaucoup plus cher que celui de... Et il faut encourager la circulation des biens. Et donc des terrains oisifs, des biens immobiliers oisifs sont un crime économique. Sont de la thésaurisation, sont une machine à lessiver l'informel. Et donc, si on ne les taxe pas, et aujourd'hui... Lessiver, c'est blanchir. Hein. Lessiver, c'est blanchir. Oui, parce que on ne peut pas le comprendre tout de suite. Hein. Exactement. Et c'est un instrument pour blanchir cet argent de l'informel. Et donc, nous, ce qu'on appelle, c'est aller chercher, réformer, faire une vraie réforme fiscale qui instruise un impôt foncier juste. Encore une fois, trop d'impôts tue l'impôt. L'impôt, il faut qu'il soit juste. Un impôt juste est acceptable. Un impôt injuste n'est pas acceptable. Alors, les mesures, on a compris, les mesures que vous avez préconisées, on ne va pas pouvoir les étayer toutes. C'est un travail de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Vous les avez transmises à qui de droit, les pouvoirs publics. Est-ce que vous avez un retour et depuis quand d'ailleurs vous les avez transmises? On les a transmis depuis une dizaine de jours. On a publié dans la presse un certain nombre de communiqués de presse pour donner un petit peu la teneur. On est en contact avec la commission des finances de l'Assemblée nationale parce qu'on estime que les députés ont un rôle à jouer pour faire changer les dispositifs réglementaires. Et encore une fois, on appelle à une démarche inclusive, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une dizaine d'associations qui se joignent à nous, CARE et CJD, pour soutenir ce plaidoyer. D'autres sont très favorables. On a consulté certaines qui sont très importantes et elles sont très favorables au plaidoyer. Elles n'ont pas encore adhéré de manière... On n'a pas entendu les plus grandes encore. Oui, mais on leur a parlé et elles sont très favorables à cette démarche. Oui, est-ce que la conjoncture de 2019 n'est malheureusement pas... Ce discours n'est pas porté par les grands chefs d'entreprise parce qu'ils ont été très fragilisés. Pour la plupart, ils sont considérés comme des oligarques, ils sont à l'harrach. Il y a une nouvelle vague de chefs d'entreprise qui arrive, mais qui n'a peut-être pas la visibilité, l'exposition médiatique et l'autorité dans le business de l'autre génération. Pour porter ce discours, il y a quand même... Je sens qu'il y a un problème. Je prends juste un dernier exemple. Et Saad Abrab, qui ne s'est pas exprimé depuis qu'il est sorti de prison, vient de s'exprimer pour la première fois pour dire que le groupe Cévital est prêt à aider les Algériens dans la crise du coronavirus. C'est très bien. Mais on l'a pas entendu et à mon avis, on n'entendra pas tout de suite parler de ce problème-là de sauvegarde. Exactement. Mais ça ne veut pas dire que les associations ne sont pas inquiètes et les entreprises ne sont pas inquiètes. On en a rencontré quelques-uns, on leur a parlé et elles sont très favorables, notamment les plus importantes. Elles sont très favorables à cette démarche et elles sont prêtes à travailler avec nous pour porter ce discours. Nous, en fait... Notre souci, c'est pas de nous approprier ces propositions, c'est que elles soient à la disposition du maximum de gens. Il y a une procédure, une mesure dont on n'a pas parlé, c'est l'affacturage, le factoring. Il y a des textes réglementaires. L'affacturage, ça vous permet de céder à quelqu'un, un organisme. La mission de recouvrement, notamment. Voilà, la mission de recouvrement. Et ça, c'est un dispositif qui permettrait à beaucoup d'entreprises de complémenter le dispositif d'avance sur facture que proposent les banques et donc de permettre à une trésorerie immédiate. En fait, on peut expliquer, on cède sa créance à une banque ou à un organisme spécialisé financier, voilà, qui se fait payer sur la facture, il va prélever 10% à condition qu'il la ramène dans les délais. Et 6 et 8%, non. Après, il y a avec recours et sans recours. Il y a des dispositifs où on peut céder sans recours. C'est-à-dire qu'en fait, la facture devient sienne. C'est-à-dire que vous recevez... Donc il l'achète définitivement. Il l'achète définitivement. Et ça, c'est des dispositifs très, très souples. Les textes existent, mais il n'y a rien. C'est-à-dire, nous, à CARE, on va travailler... Alors, pour une fois, on ne peut pas jeter la pierre à l'État. Les textes existent. Les textes existent, mais il n'y a pas... Personne ne s'est mis dans ce secteur-là, parce qu'il y a quelques contraintes, notamment que les banques ne peuvent pas s'y mettre aujourd'hui. Et il faut un assouplissement de la réglementation bancaire pour que les banques puissent créer, comme elles ont pu créer le leasing,
des activités de leasing, elles pourront créer demain des activités d'affacturage, par exemple. Parce qu'il faut une assiette financière, il faut certaines garanties. Tout le monde ne peut pas prendre le risque d'acheter vos factures si vous n'avez pas été capable de vous faire payer. Comment eux vont être capables de se faire payer? Il faut une certaine assiette financière. Donc la rémunération, c'est une chose, mais je ne sais pas si les gens sont conscients à quel taux on se finance. Quand vous allez vous financer aujourd'hui au niveau des banques, c'est à 8%. Et 8%, ça veut dire que c'est 1,5%. Percentage point, comme on dit, points de pourcentage chaque mois. Et chaque mois qui court, c'est de la marge qui diminue. Donc, si vous avez la possibilité de céder votre facture avec une perte connue, c'est une bonne chose. Pour le management, c'est une prévision. C'est une prévision. Vous avez de la trésorerie immédiate. Vous pouvez enchaîner un autre cycle. Vous pouvez enchaîner un autre cycle. Alors, Nadia Lagoun, on a évoqué toutes les mesures qui peuvent aider. Bon, peut-être que c'est déjà un peu tard à faire baisser le taux de morbidité des entreprises algériennes en 2020, mais il y en a déjà qui sont peut-être déjà entre guillemets décédés, et il y en a qui ont failli cesser l'activité. Est-ce que je pense notamment à ce qui s'est passé pour NCA Ruiba, qui a trouvé un accord avec un grand groupe international et qui a fait rentrer probablement 30 millions de dollars en IDE. Ça doit encore être validé parce que le cadre légal n'est pas tout à fait, ou réglementaire n'est pas encore tout à fait accepté. Est-ce que n'a pas encore changé, c'est le 51-49 qui doit changer. Est-ce que on s'est rendu compte à cette occasion que il peut y avoir de belles entreprises qui peuvent soit passer sous pavillon étranger, soit disparaître, ce qui est bien plus grave, sans qu'on ait les outils du tribunal commercial qui préservent les actifs. Exactement. Est-ce que dans votre plaidoyer, vous avez aussi envisagé cela ? Et effectivement, nous, on appelle à mettre en place ce qu'on appelle la procédure de sauvegarde, parce qu'aujourd'hui, dans le Code de commerce algérien, vous avez l'existence, vous existez, et si vous êtes en difficulté, vous avez la cessation de paiement et la faillite. Et entre les deux, vous n'avez pas un état intermédiaire qui vous permet de vous restructurer et éventuellement ressortir de la crise. Et donc, nous, ce qu'on appelle, c'est qu'on introduise ce qu'on appelle la procédure de sauvegarde. Pour ceux qui sont familiers, on a déjà entendu aux États-Unis, ça s'appelle le Chapter 11. En France, ça s'appelle la mesure de sauvegarde, et dans les pays voisins, c'est exactement pareil. En fait, c'est une procédure qui vous permet de vous protéger contre vos créanciers, même l'État. Et donc, pendant une certaine période, qui peut aller sur plusieurs années. Elle est mise en place sous l'autorité du juge de commerce et éventuellement avec la nomination d'un administrateur et d'un comité de créanciers. Donc il y a toutes les garanties, et donc le management de l'entreprise reste en place, et si l'activité est viable, il peut mettre en place un plan de survie, un plan d'émergence qui va permettre à l'entreprise de survivre. Et donc, on arrête les compteurs. Et après, on se donne le temps de restructurer, de céder des actifs, de réduire l'activité, de relancer un certain nombre de nouvelles activités, ainsi de suite. En fait, ce que vous êtes en train de nous dire, Nadia Lagoun, c'est que c'est un mécanisme qu'on connaît à l'échelle des États. C'est le rééchelonnement. C'est quand on s'arrête, on va devant le club de ses créanciers, voilà, à Paris ou à Londres, selon la nature de la dette. Exactement. Et on n'est pas obligé de rembourser tout de suite. À concours, le management reste, on engage des réformes, voilà, le marché est toujours là. Mais on est surveillé par ses créanciers. Voilà. Et là, le juge, non, par le juge. Par le juge, pour le compte d'eux. Oui, pour le compte d'eux. Et là-dessus, ça ne veut pas dire que l'entreprise, une fois qu'elle passe dans le régime de sauvegarde, elle va survivre. Si elle doit mourir, elle mourra. De toute façon, il ne faut pas chercher à maintenir des entreprises qui sont non viables en vie. Avec ce dispositif, on se donne plus de moyens de vérifier si elle est viable. Exactement. Aujourd'hui, une entreprise comme NCA, c'est une très belle entreprise. Rien que sa marque, elle vaut beaucoup plus que 30 millions de dollars. Rien que la marque Louiba vaut plus que 30 millions de dollars. Donc là-dessus, c'est une belle entreprise avec un bon business model, avec de très bons produits et avec un marché national et international viable, et qui se retrouve en difficulté à cause d'un problème de trésorerie. Voilà. Et du coup, ça doit être un crève-cœur pour les actionnaires de devoir céder l'entreprise. Mais heureusement, parce que ça a permis à l'entreprise de survivre. Mais s'il y avait eu un régime de sauvegarde, on aurait pu sauver l'entreprise avec son management et son actionnariat actuel. Le régime de sauvegarde
autre disposition légale qu'il va falloir introduire à laquelle il va falloir penser. Exactement. Et qui n'existe pas en Algérie. Qui n'existe pas en Algérie. Et le code de commerce n'a pas évolué depuis pratiquement 30 ans et il est temps que ça évolue. Nadir Lagoun, merci beaucoup de nous avoir éclairé de ce plaidoyer ce matin. J'espère que au bout de la crise, il aura contribué à sauver certaines entreprises d'un destin qu'on retrouve assez morbide en ce moment. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Une situation difficile, la crise sanitaire. Donc protégez-vous, les masques, les gants, et restez chez vous. On va les remonter tout de suite après l'émission, les masques. Retrouvez-nous, amis auditeurs, donc sur le site radio-m.info, qui est le site d'information de Radio M, et sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Merci. Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.